Bienvenue dans l'émission L'Entretien, l'émission qui veut partager des histoires qui inspirent, qui motivent, à travers des leçons de vie, des parcours et des témoignages. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau avec moi une femme d'exception, une femme altruiste, une femme de terrain, une femme aussi qui incarne le leadership. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jennifer et je vais la laisser se présenter. Comment tu vas? Je vais très bien. Je voudrais déjà te remercier de m'accueillir, Avec grand plaisir. de l'invitation qui m'honore. Je suis vraiment honorée d'être là, de pouvoir échanger avec toi, de te narrer mon court parcours que j'estime un peu modeste. Mais c'est vraiment un honneur d'être là, d'être accueilli sur ce magnifique plateau. Merci beaucoup Jennifer, en tout cas tout le plaisir est pour moi. Et Super. je te remercie parce que c'est vrai que ça n'a pas été évident à ce qu'on trouve le moment idéal avec tes différentes activités qui Tout à fait. t'occupent énormément. Mais déjà avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler pour toutes les personnes qui suivent l'entretien, n'hésitez vraiment pas à vous abonner sur la page pour nous donner de la force. Et si vous voulez aussi activer la cloche, comme ça vous serez toujours connecté à regarder tous les invités que nous recevrons sur le plateau. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Entendu. Donc, mon prénom est Jennifer Esther Az. Donc, en nom d'usage, Esther Az. Donc, mes amis au travail, les gens qui me côtoient, c'est vrai qu'on m'appelle plus Esther que Jennifer. Jennifer, ça a été un prénom donné par mes parents depuis tout petit. Puis quand j'ai grandi, je me suis dit, je préférais Esther et Jennifer. Parce que c'est vrai que je me suis retrouvée en classe avec beaucoup de Jennifer. Il y avait des Jennifer partout. Et puis Esther, en deuxième prénom, était, Esther est un prénom biblique qui veut dire étoile. Et l'idée, c'est une étoile ne s'éteint jamais. Donc du coup, le prénom d'usage, Esther, et en l'occurrence Esther Az. Très Donc bien. voilà, que tu m'appelles Jennifer ou Esther, c'est pas... Mais pour moi, tu as une préférence j'ai une préférence pour Esther. pour Esther, notamment D'accord. pour le côté significatif, Oui, surtout pour le sens. le sens. Oui, qui a beaucoup de sens par rapport à ma vie actuellement, à ce que je fais, à mes activités. Et un peu, comme on dit, être né sur une bonne étoile. Parce qu'aujourd'hui, pour franchir les montagnes, pour arriver à un certain niveau, il faut de l'audace, il faut de la détermination, il faut de la résilience. Et étant chrétienne, avec les références bibliques qu'on a, tu as la reine Esther qui s'est battue pour le peuple juif, Très bien. qui n'a pas hésité à mettre sa vie en jeu pour délivrer son peuple. Très bien. Et cette femme-là, qui, on aurait pu dire une femme pionnière de l'époque, Très bien. qui, pour sortir son pays, son peuple de la souffrance, se dit voilà, je vais jeûner X temps pour pouvoir toucher le cœur du roi. Très bien. Ce qu'elle a fait avec brio, même à épouser le roi. Très bien. Donc cette femme, Esther, dans la Bible, c'est Esther que je veux incarner aujourd'hui dans ma vie. Très bien. Donc vraiment cette résilience, cette détermination, cette envie que rien ne m'empêche d'arriver là où j'ai envie d'arriver en tout cas. Mais en tout cas, au vu de ton parcours, tu es vraiment sur, comme je dis, la bonne voie avec tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent. Merci pour ce rappel un peu côté enseignement spirituel. Et au-delà du côté, le prénom que tu estimes aujourd'hui incarne la personne que tu veux devenir, on va retracer un peu le parcours. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, où tu es né, où tu as grandi, et est-ce que tu es issu d'une famille, une fratrie de plusieurs enfants, ou bien tu es fille unique? On veut vraiment savoir un peu qui est Esther. D'accord. Déjà, je voudrais rendre hommage à mes parents, Très bien. que je salue. J'embrasse mon père Jean, ma mère Juno. J'embrasse mes frères et sœurs, Elsa, Roberta, Boris et Joshua, qui est mon premier cercle, c'est-à-dire là où j'ai grandi. Donc, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, 3 filles, 2 garçons, ayant des parents qui nous ont eu très jeunes. Donc, moi, j'ai eu 37 ans cette année, ma mère va avoir 55 ans. Donc, une femme des parents plutôt qui, au jeune âge, à 18, 19 ans, 20 ans, fondent une famille, font des enfants, et aujourd'hui, on se retrouve avec des parents qui sont dans l'air du temps, très jeunes, avec un esprit ouvert, mais avec des enfants qui sont aussi grands, quoi. Donc quand les gens nous voient dans la rue avec mes parents, avec mes frères et sœurs, on ne peut pas imaginer que tels parents, ce sont leurs enfants et encore les petits-enfants. D'accord. Alors moi j'ai grandi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi dans le 93.
Où ça, avant d'habiter précisément? à Sevran. À Sevran. Voilà, Bien. avant d'arriver à Paris. Et voilà, né en République démocratique du Congo, Ok. à Kinshasa. D'accord. Donc je salue aujourd'hui le pays qui a besoin de paix. La RDC actuellement traverse une période assez difficile qui a commencé il y a plus de 30 ans. Hein. Donc, Effectivement, ça vaut le coup de souligner aussi. voilà, Merci. donc c'est important de penser, et ça on le dit tout le temps et on ne cessera jamais de le répéter jusqu'à ce qu'on ait une vraie libération et une vraie paix. Donc on pense à l'est du pays, on pense à l'ensemble du pays, au gouvernement qui essaye de se battre face à l'agression extérieure. Donc une pensée pour le Congo, ce pays est un des poumons du monde. Pour ceux qui ne le savent pas, on a des ressources minières, on a un sous-sol qui est très riche, qui est l'objet de convoitises, d'où la guerre actuellement à l'est du Congo, pour ceux qui ne savent pas pour quelles raisons il y a la guerre. Donc, et il y a aussi des hommes et des femmes de talent, de grands talents à l'échelle nationale et internationale, qu'on peut nommer, qu'on peut citer. Notamment, on a le docteur qui a reçu le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. On a eu, je paie à son âme, on a eu un très grand basketteur qui nous a quitté, Mutombo. Mutombo, oui. Voilà, Mutombo. Et puis voilà, on a en France on a des célébrités comme Gims, Dadju, il y a des jeunes une scène de Congolais qui essaient de briller à travers la musique. Moi, je me rappelle de mon enfance, mes parents écoutaient Papa Wemba, qui a bercé des générations. On a d'autres artistes aujourd'hui. Donc voilà, donc originaire de la RDC, des parents de la RDC, avec un père aussi qui a des origines angolaises aussi. Voilà. Donc voilà, on a grandi calmement avec nos parents à Sevran, qui nous accompagnaient, qui nous aidaient, qui nous aidaient un peu à trouver notre voie, même si on était très éveillés, très ouverts. Donc très tôt, voilà, je me rappelle scolarité, donc primaire, collège à Sevran. Et puis au lycée, je me suis dit, non, on veut aller, mes parents, ils avaient un souhait d'améliorer un peu notre savoir. Donc ils nous ont mis dans des lycées privés. On s'est retrouvés donc à 15-16 ans à Paris. D'accord, donc les lycées privés, tu passes de la scolarité à Sevran. C'est ça, collège. Et à quel moment tu arrives au lycée privé? Il y a 21 ans, en 2004. D'accord, au lycée, on est au Luxembourg. Donc je salue d'ailleurs mes camarades de classe du lycée Sainte-Geneviève, la rue d'Assas, que j'affectionne particulièrement, où je rentre en seconde générale. Et là, je découvre une autre mentalité, un autre univers, une autre jeunesse. Parce qu'à Sevran, à l'époque où nous y étions, c'était très calme. L'établissement où on était, ce n'était pas un établissement en ZEP. Très bien. En zone priorité d'éducation, un lycée vraiment de banlieue classique avec des bons professeurs. D'ailleurs, en parlant de professeurs, on en parlera après. J'ai eu à écrire un livre sur un de mes professeurs d'ailleurs. Donc du coup, on était vraiment une bonne jeunesse. Il n'y avait pas de violence dans le collège où on a été même. Tu n'as pas connu, toi, cette banlieue où la violence gangrène les quartiers, où les jeunes, limite, sont livrés à cette réalité-là? Tu n'as pas connu ça, toi? On n'a pas connu ça parce qu'on a eu la chance, plutôt, on va dire la grâce, plutôt le privilège, que j'ai des parents qui ont été visionnaires tout de suite. Ils se sont dit, voilà, on a des enfants à bas âge, on a des jeunes filles. On entendait à l'époque, il y avait à l'époque d'ailleurs, étant de 88, 99, 2000, 2001, 2002, tu sais, il y avait cette période de tournant, des problèmes dans les cités et tout ça. Et mes parents ont acheté un appartement en ville. Et le fait de ne pas grandir dans des quartiers, on n'a pas connu cette violence qui était faite. Donc vous étiez un peu éloigné de ça. Grâce bien évidemment à la vision, comme tu dis, et au garde-fou qu'ont pu mettre les parents autour qui fait que on a grandi dans une bulle. D'accord, très on bien. A vraiment, ça c'est le sentiment que j'ai, même si on entendait, on le voyait, on peut le voir dans la communauté, dans l'entourage, mais on a vraiment grandi dans une bulle de protection où moi j'ai jamais été confronté aux raquettes ou à la violence ou à l'harcèlement. Après aussi, c'est une question de tempérament aussi. Donc vraiment un collège basique, tranquille, où on a fait d'ailleurs nos plus belles rencontres, dont un de mes professeurs qui nous a guidés et conduits par la suite. Donc du coup, on arrive avec... moi, j'y vais la première année, j'arrive en 2004 au lycée, donc Sainte-Geneviève. Ma sœur Elsa me rejoint l'année d'après. Et après, Roberta, pareil, la troisième, qui nous rejoint aussi par la suite. Donc,
De là, on découvre Paris, le quartier latin, le Luxembourg, bah, toute cette, la Sorbonne. Vous avez senti un peu dépaysé ou pas? Si, Une bien différence sûr. Bah, d'environnement. pour te donner le niveau, hein. Moi, je sors de troisième, j'ai mon brevet. À l'époque, ce n'était pas un contrôle continu, c'était que 3 matières. Et j'ai mon brevet, j'avais 14 de moyenne générale. J'arrive en seconde, lycée général, dans le 6e arrondissement, bah, je dégringole. Là où en français, en troisième, on faisait 3 ouvrages, hein, 2 œuvres complètes en français sur une année, j'arrive en seconde, ma prof de français, notre prof de français à l'époque qu'on avait, on fait 7 ouvrages, 7 livres en 2 mois. D'accord. Donc elle nous fait acheter 7 livres qu'on étudie en 2 mois. Là où Beaucoup en fait, le plus rythme, intense, l'éducation est beaucoup plus intense, le rythme est très soutenu. le rythme très soutenu, on te met dans le bain, voilà. Des cours magistraux, je me rappelle à l'époque, c'était un plaisir. Il fallait acheter, notre professeur de français nous disait qu'il fallait acheter des journaux et après faire des commentaires littéraires sur les journaux, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Après, tu vois l'évolution. Et puis l'état d'esprit, tu as une jeunesse, on arrive à une jeunesse où, à Sevran, les camarades de classe étaient plutôt basiques, les parents étaient fonctionnaires, travaillaient à la banque et tout. Et là, on arrive à Paris où on a des élèves dont les parents sont des hauts fonctionnaires, sont des ministres, sont des personnalités et de la mode. Par exemple, j'avais une camarade de classe qui, pendant 1 mois et demi, n'est pas venue en cours et elle me dit, je lui dis, mais elle s'appelait Emma. Je dis, Emma, t'étais où? Elle me dit, je faisais une campagne publicitaire pour Jean-Paul Gaultier. Moi, je me disais que c'est de la blague, qu'elle rigolait, qu'elle nous mentait. Et effectivement, au cours de l'année, 3-4 mois après, je n'oublierai jamais de cette image, je suis dans mon salon et je vois cette campagne publicitaire de nouveaux parfums de ce créateur parisien connu qui sort et avec mon amie de classe qui était une des personnages clés, quoi. Donc vraiment un univers très élitiste. Oui, bien sûr. Donc, et qui pousse, en fait, ouvert. Très bien. Pas, toi, tu viens de la banlieue, non, non, non. Ouvert, qui nous entraîne à... Donc là, on découvre l'exigence, l'excellence, se dépasser, la rigueur. La vision, etc. La vision, etc. Est-ce que, finalement, le fait de vivre en banlieue, disons, est-ce que ça peut être un frein pour que tu puisses atteindre ou réussir de grands objectifs dans la vie? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a eu cette question s'est posée, je me rappelle de cette période, de cette époque, où les gens se posaient la question s'ils devaient mettre leurs adresses sur les CV pour qu'il n'y ait pas la discrimination. On parlait de discrimination positive. Parce qu'on se disait que quelqu'un qui venait de Saint-Denis n'aurait pas forcément les mêmes chances que quelqu'un qui viendrait de Neuilly-sur-Seine. C'est ça. Moi, personnellement, et je tiens à le dire parce que les gens pourraient croire, oui, le piston, les amis, non, non, non. Aujourd'hui, tout part du caractère qu'on a, du tempérament qu'on a. Pour te donner un exemple, je me rappelle, donc, à un moment, on fait tous les jours l'aller-retour Paris-Sevran quand on était au lycée. Et puis, je dis à un moment à mes parents, là, aujourd'hui, on est majeur. On avait malheureusement on a une ligne de RER qui, à l'époque, n'était pas très, très fiable. Je ne sais pas si encore elle est aujourd'hui, qui faisait qu'à chaque fois, on arrive en retard. Moi, j'ai dit à mes parents, là, aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut qu'on ait un appartement à proximité de là où on étudie pour que ce soit plus facile pour nous de circuler et pour qu'on n'arrive pas en retard et tout. Donc, à 19 ans, je me retrouve, pour te dire, hein, à 19 ans, je me retrouve à chercher un premier appartement. Sachant que dans les coutumes africaines que tu connais, dans les mœurs africaines, généralement, les jeunes femmes, elles ne quittent pas leurs parents pour aller prendre un studio, surtout à mon époque. Tant qu'elle n'est pas mariée. Tant qu'elle n'est pas mariée. Normalement, elle attend chez papa et maman que le mari vienne la chercher avant de... Et nous, je me rappelle, je n'oublierai jamais de ça, c'était en 2007, il y a 18 ans. C'était un peu encore le côté inédit de toute la famille. Un jour, je veux dire, de quitter le nid familial pour une femme et de partir prendre son envol, indépendance. son indépendance. À cette période, tu as quel âge? 19 ans. 19 ans. Je prends mon premier appartement, j'ai 19 ans. Très bien. On est à l'été 2007. Je dis à mes parents, donc entre-temps, je parais, job d'étudiant. Moi, je travaillais à l'époque, j'avais un job d'étudiant. Donc, on allait au lycée à Paris, mais job d'étudiant à côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à Eisen Center. Donc, je bossais, je faisais de la restauration. Et je dis à mes parents, voilà, je travaille, je commence à avoir des fiches de paye. Bah, avec mes fiches de paye, je vais trouver un bien. Et je me rappelle que ma mère était un peu moqueur parce qu'elle n'y croyait pas. Elle ne pensait pas qu'on allait trouver un appartement. Parce que vous étiez issu de la banlieue ou parce que tu étais trop jeune? Parce que, déjà, j'étais trop jeune.
De deux, elle ne partageait pas cette idée-là, hein, parce que ça pas, sur ce côté-là, ils n'ont pas été ouverts dès le départ. Et puis aussi ce côté, oui, une jeune africaine noire, aller sans garant, aller chercher un appartement, cause toujours tu m'intéresses. Ok. Et t'avais là, ciblé où, toi? alors moi, Banlieue ou Paris directement? alors moi, mon rêve était d'avoir un appartement à côté de mon lycée, Ok. qui était donc à la rue d'Assas. Donc moi, si au départ, on s'était dit avec ma sœur, on va prendre un appartement dans le 6e arrondissement. Pour moi, c'était ça. Et ayant eu un accident domestique à mes 18 ans, Ok. donc je me suis brûlé la peau. En faisant à manger, je me suis brûlé la peau. Et je me suis retrouvée à avoir une des connaissances de la famille nous recommande un dermatologue qui est dans le 16e. À l'époque, qui était à la Muette. D'accord. Donc du coup, je me retrouve à 18 ans, à aller voir cette dermatologue qui était spécialisée pour la peau noire, ce dermatologue plutôt, qui était spécialisé pour la peau noire. Et un jour, en sortant de l'une des séances de consultation, Ouais. et je regarde un peu, tu sais, je n'oublierai jamais, je me rappelle comme si c'était hier, donc c'était sur l'avenue Paul Doumer, l'avenue où j'habite encore aujourd'hui, et je vois cette agence qui propose à l'époque un studio de 25 mètres carrés pour 600 €. Et là, je rentre dans l'agence, je dis, écoutez, bah, j'ai vu votre annonce là, et la dame me remet une liste de documents à fournir. Ok. Et c'est là que l'aventure commence. Très bien. Donc du coup, donc 3 fiches de paye, pièces d'identité, sachant que je tiens quand même à le dire par rapport à ce que tu dis, au-delà de vivre en banlieue et d'être noire, j'étais pas française encore à l'époque. D'accord. Donc j'étais résidente. Résidente, Et ouais. j'avais même pas la carte de résident de 10 ans. T'avais laquelle carte là? La première, la carte d'une année. La carte d'une année, là, ok. Ouais, parce que la carte d'une année, tu l'avais à ta majorité. Avant, on avait une carte de circulaire d'étranger. Ouais, c'est ça. Et je tiens aussi à rappeler, c'est assez important de le dire, mes parents, quand ils ont acheté leur appartement, ils ne sont pas encore français pour le moment, ils étaient étrangers, avec des cartes de résident. Donc pour dire que la vie, c'est une question de caractère et de volonté. C'est-à-dire que ni ta nationalité, ni tes origines, si tu veux vraiment avoir quelque chose, tu t'en donnes les moyens. Très bien. Donc je me retrouve à 18 ans avec une carte d'une année, mes fiches de paye à l'époque, je gagnais moins de 1 000 €, à chercher un appartement dans le 16e, comme ça. Et grâce à Dieu, j'obtiens. J'ai réussi à avoir l'appartement. Avec ta sœur. Avec ma sœur. En colocation. En colocation. Donc voilà, à 19 et 18 ans, on attaque la colocation. Très bien. Dans donc, le 16e. Une nouvelle vie, une nouvelle aventure commence C'est pour ça. toi. Donc moi, je te parlais vraiment de histoires qui inspirent et qui motivent. Moi, j'aimerais que tu puisses nous raconter un peu quel est ton parcours scolaire. Mon parcours scolaire. Quel diplôme as-tu obtenu et quels sont justement les défis auxquels tu as dû faire face pour arriver au point où tu en es arrivé. Tu peux nous dire aujourd'hui, tu possèdes quoi comme diplôme? Moi, je sais. Je voudrais que tu puisses dire un peu. Bien sûr, je vais le dire. Et c'est pas encore fini. Tu es toujours étudiante à l'heure actuelle? Pas encore, mais je vais me remettre encore. Tu vas te remettre encore? Ouais, parce que je considère que la formation, c'est toute une vie. Très bien. Il n'y a pas. C'est vrai qu'il y a un schéma classique que la société nous a imposé. Voilà, école maternelle, élémentaire, collège, lycée. Et à 24, 25 ans, allez, si tu pousses un peu plus jusqu'au doctorat, 27, 28 ans, c'est terminé. Non. Aujourd'hui, on l'a, et heureusement grâce aux réseaux sociaux, on apprend qu'il y a des gens qui ont 3, 4 masters dans différents secteurs avant d'avoir trouvé leur voie. Il y a des gens qui avaient commencé en médecine, elle a eu le master en médecine, mais finalement, ça ne lui a pas plu. Il est rentré en théologie, bah, finalement, ça ne lui a pas plu pour finir dans la finance, par exemple. Donc, moi, j'estime que la formation, c'est toute une vie. Et dès lors que, par exemple, je vais revenir à répondre à ta question, et aujourd'hui, avec la vitesse dans le monde dans lequel on vit, à l'échelle nationale et internationale, il y a une évolution constante, perpétuelle. Constante. On voit aujourd'hui, on parle de l'Afrique, oui, le continent. En Afrique, aujourd'hui, les jeunes Africains, ils sont en avance. Moi, j'ai vu des jeunes Africains n'ayant pas les diplômes que j'ai ou les diplômes qu'on connaît ici en France, maîtriser la tech, maîtriser l'informatique. Quelqu'un qui n'a jamais eu un PC de sa vie, mais il t'explique comment monter un ordinateur, les composants et tout. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est assez mis en avant justement ces talents que ont ces jeunes Africains et ont cette capacité de créer en partant de rien? Est-ce que c'est suffisamment assez mis en avant ou pas? Pas assez.
C'est mis, on commence à en parler, on commence à reconnaître. Il y a beaucoup de masterclass maintenant, il y a beaucoup de séminaires qui se font en Afrique, qui ne sont pas qu'en Europe, en Afrique, aux États-Unis, où on va dénicher ses talents. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as entendu parler récemment, on a un Congolais d'ailleurs, que je salue, qui a été racheté par un biologiste qui a été racheté par la société AstraZeneca. Oui, AstraZeneca, ouais, j'ai vu ça. Plus d'1 milliard de je sais doses. pas si j'ai bien prononcé. Voilà, c'est ça, plus d'1 milliard d'euros. Et pourtant, c'est un Africain, un Congolais. Pour te dire qu'aujourd'hui, la formation, pour une personne, pour un individu, quel que soit son secteur d'activité, il faut faire des mises à jour. On peut être médecin à l'époque. Tu allais en consultation. Aujourd'hui, les médecins, il faut prendre rendez-vous sur Doctolib. Ça aussi, ça fait partie de l'évolution. C'est-à-dire que les médecins, ils se sont mis sur Doctolib, ils se sont mis. Alors moi, mon parcours, il est simple. Au début, ayant parlé d'influence de famille, donc école générale, lycée général, bac général. Et après, moi, j'avais 2 passions. J'avais une passion pour la cuisine et une passion pour la mode au départ. Très bien. Parce que, tu connais une bonne femme, une bonne africaine qui se respecte, surtout chez les Congolais. On doit respecter la tenue. Quoi. On doit respecter Au Congo et au Congo-Brazzaville, ils ont un truc en commun, la sapologie. Donc on avait des parents qui étaient très coquets et tout ça. Donc ça a un peu déferlé un peu sur les enfants. Donc du coup, au début, je me voyais faire de la mode. Et d'ailleurs, nous, l'avantage qu'on a eu, c'est pour ça que je parle encore de caractère, quand on aimait un secteur d'activité, quand on aimait un domaine, on cherchait par rapport au domaine. Au départ, quand j'étais pour te dire, quand j'étais au collège, ça a commencé au collège. Au collège, en 3e, il y a les stages de fin d'année. On fait une semaine en entreprise pour découvrir l'entreprise. À cette époque-là, j'étais très sur la mode. Je voulais faire la mode. Il y avait une boutique qui était très connue à Paris qui s'appelait Colette, où tu arrivais, tu avais des designers, tu avais des marques très spécifiques qui vendaient dans cette boutique. Et moi, je me rappelle, j'avais un professeur de musique qui me dit, quand on cherchait le stage, il me dit, Esther, toi qui aimes beaucoup la mode, j'ai ma belle-fille qui travaille pour Allemand, c'était une marque italienne. À l'époque, tu sais, il y avait très diesel, c'était l'époque de jeans qui sortaient diesel, Mix 60, Replay et tout ça. Elle me dit, ma belle-fille travaille pour la marque italienne Mix 60, il cherche des stagiaires. Si tu veux faire ton stage là-bas, pourquoi pas? Alors là, j'étais là, toute heureuse, toute contente. Donc, premier stage dans le secteur de la mode. Au départ, j'étais sur la mode. Là, tu suis vraiment ce qui t'intéressait au préalable. Ce qui m'intéressait au préalable. Donc, la semaine où j'ai fait mon stage, on a eu une visite. Il y avait la visite d'État de la reine d'Angleterre. Donc, elle, la reine d'Angleterre, visitait la rue Montorgueil. Et moi, j'étais à une rue parallèle, la rue Bachemont, en stage. Donc, pour te dire, premier signe. Donc, je fais ma semaine de stage. Je suis, à l'époque, il y avait Céline Dion qui devait faire une tournée. Donc, elle avait besoin d'être habillée en jean, elle avait besoin de tenue. Et il y avait son attaché de presse ou son habilleuse qui était venue. Donc, en gros, ma semaine de stage a été avec la communication. Pour revenir, parce que moi, là, je suis très… une expérience incroyable. Une expérience incroyable de rêve. Donc, à 16 ans… Que tu n'aurais pas imaginé. Que je n'aurais pas imaginé. Mix 60, attaché de presse, service de communication, on prête les vêtements à des célébrités. Pendant ma semaine de stage, il y a une des amies à ma maître de stage qui vient, qui me regarde, parce que j'étais très stylée. J'étais vraiment très stylée. Comme tu es un peu là aujourd'hui. Un peu. Aujourd'hui, c'est modeste. Écharpe, tout ça. Voilà. Elle me voit, elle me dit « Ah, Esther, comme ton stage, tu sais, c'est une semaine de stage d'une semaine, quand ton stage va se terminer, moi, je vais te proposer, si tu veux, d'accord, et si ton école est d'accord, de prolonger ton stage parce qu'en 2004, c'était l'année des centenaires des notaires de France. Donc les notaires de France avaient commandé une soirée au Louvre pour fêter leur centenaire. Et elle me dit, moi j'ai besoin d'une assistante, quelqu'un qui va m'aider à préparer en fait parce que la thématique des centenaires des notaires de France, c'était la mode de 1900 à nos jours. Donc du coup, j'ai explosé de joie, j'ai dit oh oui, d'accord, avec grand plaisir. Donc mon stage chez Mix 60 se termine et je vais donc chez cette dame que je salue aujourd'hui qui me prend comme assistante. Et pendant donc 2 semaines, parce que comme le stage se faisait en fin d'année, donc je me préparais à rentrer au lycée, donc j'étais libre. Et pendant 2 semaines, et c'est là que je rentre dans le vif du sujet, on va chez Sonia Rykiel, Jean-Paul, on va dans les grandes maisons, prendre leurs modèles qui ont fait leur succès, chez Kenzo, tout ça. Leurs modèles phares, les gens de la mode, voilà, toutes les grandes marques de la mode, on va prendre des tenues qui allaient défiler
pour faire la rétrospective de la mode de 1900 à nos jours. Donc du coup, là, tu vas de studio en studio et tout. Donc les yeux s'ouvrent, donc là, la mode se dessine. Là, tu apprécies, là. Là, j'apprécie de dingue. Tu es la seule africaine La seule africaine, je te montrerai des photos. Et ça fait quoi justement d'être la seule africaine dans ce genre d'environnement? Est-ce que ce sont des environnements qui sont très brisés, fermés, et où on ne laisse pas la chance à quiconque venir trouver sa place? Ou ça fonctionne comment? C'est le népotisme, c'est les relations? Alors moi, je te Comment parle… ça se passe dans ce genre d'environnement? Aujourd'hui, je te parle de ça, c'est une expérience qui date d'il y a 21 ans. Ok. À l'époque, là, ce n'était pas une question de noir ou de blanc, c'est une question de feeling. Cette personne qui m'a demandé d'être son assistante, elle m'avait rencontré quelque part. Elle a apprécié ma personnalité. Être au bon endroit au bon moment. C'est ça. C'est ça qui fait aussi la différence. Le caractère, ce qu'on dégage, ce qu'on est, l'attitude. Après, j'étais une très bonne élève, très bonne stagiaire, à l'heure, pragmatique. Mes maîtres des stages étaient très contents de moi, donc ils m'ont recommandé. On sous-estime le pouvoir de la recommandation. Et c'est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut aussi partir du postulat qu'il y a des endroits dans lesquels tu te trouves, tu dois avoir un certain caractère et une attitude. Une attitude. Tout à fait. La rigueur. Bien sûr, Le l'excellence. sérieux, l'excellence. Sa personnalité. Après, le caractère, vous savez, il y a des gens, des fois on voit, on leur a rien, ils n'ont pas le visage souriant, on les sent fermés. Moi, je suis quelqu'un de nature très souriante, très ouverte. Donc du coup, ça matchait. Ça matchait. C'était le feeling. Et là, encore une fois, hein, je te parle pour le moment d'expérience d'il y a 20 ans, rien à voir encore avec ce que je vis aujourd'hui, où c'est tout ce qui se passe, que ce soit l'appartement, que ce soit les stages, c'est l'attitude. D'accord. Non d'où je viens. Non, je m'appelle Esther, un tel. Non. Je viens de Sevran. Non. Rien à voir. Pour toi, tu considères que ce n'est pas des barrières limitantes, ça? Du tout. D'accord. Pour certains, ça a été le cas. Je le sais, je ne vais pas le nier, parce que les gens font part de leurs expériences. C'est une réalité quand même que beaucoup ont vécu. Mais bien sûr, c'est une réalité que beaucoup ont vécu. On a vu, je donne un exemple, hein, on voit quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas, je vais donner un exemple banal, hein, Fatoumata Malembe qui habite à Clichy-sous-Bois, Cité des 3000 ou la Courneuve. Bon, on voit une photo peut-être qui ne met pas en valeur, on se dit, oh là là, 93, la Courneuve, Fatou Diawara ou Fatou ou Exaucé et Malembe, on se dit, africain, non. C'est vrai qu'il y a une réalité. Moi aujourd'hui, et moi après ça c'est l'expérience de vie, je pourrais avoir plusieurs CV avec des noms différents à toutes les consonances. Je regarderais… Jennifer, ça sonne bien quand même. Esther, ça sonne bien. Et c'est vrai. Fatoumata, Bintou. Est-ce que c'est quand même… c'est des clichés, on peut dire que ça peut être des clichés, mais… Oui, on peut s'appeler, on va s'appeler Bintou Diawara si tu veux. Mais Bintou, elle arrive, tu la prends en entretien. Mais qu'est-ce que Bintou, elle dégage? Ça, c'est ce qui fait la différence. Tu as des gens qui, d'office, qu'on a mis de côté sans même les avoir rencontrés. Il y a des gens à qui on a donné des chances et qui se sont présentés. Qu'est-ce qu'elles ont dégagé? Elles n'ont pas saisi leur chance, tu penses? Pas forcément. Tu sais, nous, on croit, après, c'est ma croyance en moi, ce qui était destiné, ce qui est à toi, tôt ou tard te revient. Si tu veux, et pourtant, et c'est rare, je suis vraiment honnête, hein, c'est rare que là où j'ai pu postuler, des endroits où j'ai voulu, parce que des fois j'ai été confrontée, j'ai essuyé aussi des refus, hein, des échecs aussi. Bien sûr. C'est rare qu'on m'a refusé pour mon nom ou pour mon adresse. Soit peut-être j'avais pas assez les compétences, ou peut-être je ne correspondais pas assez d'expérience, mais ou peut-être les gens étaient aussi, on peut le dire, on peut être peut-être racistes ou n'avaient pas envie d'avoir de colorisme. Moi, pour te donner un exemple d'une de mes sœurs qui a une autre voix aujourd'hui, qui elle au départ, pareil, voulait faire de la politique, qui va dans les ministères chercher. Alors là, nous, dans la famille, c'est l'audace et le culot. Hein. Nous, on a eu des parents audacieux, culottés, et ça, c'est l'héritage aussi. Hein. D'accord. Tout ce qu'on a fait, c'est audace, culot, et on n'a rien à perdre. Moi, j'ai celle qui me suit, pareil, même période de stage, qui se dit, moi, j'ai envie de faire la politique, qui va dans les ministères, et on parlait de colorisme, qui arrive dans un accueil, et la secrétaire appelle, à l'époque, c'était Dominique de Villepin qui était Premier ministre. Et on appelle, oui, monsieur Nanana, il y a madame, même pas madame, il y a une femme de couleur. Ma sœur est devant la secrétaire. Ah ouais, carrément. Elle ne dit pas, elle a son nom, elle a son CV, elle a son nom et prénom. Elle ne dit pas madame un tel, elle dit, il y a une femme de couleur. Elle commence par phrase.
Et ma sœur, elle le vit, du haut de ses 16 ans, pour te dire. Ce racisme en Ah, plein feu. en comme plein ça. feu. Il y a une femme de couleur qui vous attend, Alain. Ok, raccroche. Elle ne dit pas, il y a madame Elsa un tel ou Laetitia un tel. Donc ça existe. Ça On est existe, d'accord, on que est dans d'accord. certains milieux. Bien Et sûr. aujourd'hui, on va éviter d'être dans la victimisation, Bien si sûr. je peux dire. Aujourd'hui, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment quelles sont les solutions. Et toi, Esther, Jennifer, aujourd'hui, tu as quand même rencontré des personnalités, tu as été à tel ou tel endroit. Tu fais même, aujourd'hui, on a des lieux d'exception de la place parisienne qui te font confiance par Tout à rapport fait. à tes activités. Quel conseil, toi, tu donnerais à une jeune femme aujourd'hui? Moi, au lycée, au collège, on m'a appris le langage courant, familier et soutenu. Le langage courant avec les amis, le langage familier avec ta famille et le langage soutenu à certaines instances. Quand je vois certaines personnes, parce que j'ai eu à recruter aussi des gens, qui d'emblée imposent un tutoiement, comment veux-tu là, c'est se fermer des portes. Tu arrives en entretien, même pas monsieur, madame. C'est-à-dire que se sentir tellement à l'aise que commencer à tutoyer les gens que tu ne devrais pas tutoyer, premièrement. Imposer, c'est-à-dire que moi j'ai toujours dit, c'est pas à l'entreprise à s'adapter aux employés, c'est les employés qui s'adaptent à l'entreprise. C'est-à-dire que toi tu viens, je postule par exemple, je vais travailler avec toi, je ne te dis pas Armand, voilà, moi je suis Esther, nanana, j'arrive à l'heure où j'ai envie d'arriver, je m'habille. Non, tu vas me dire, Esther, si tu veux travailler avec moi, voilà les codes, tu arrives, voilà, je voudrais que. Donc, Aujourd'hui, il y a des codes. il y a bien Il y a sûr, vraiment une notion des codes par rapport à l'environnement dans lequel tu te trouves. tout à fait, Hmm. et qu'il faut déjà, tu veux postuler un endroit, quels sont les codes de l'endroit? Donc il faut déjà se mettre ça déjà avant de pouvoir y aller. Moi, je me suis retrouvée dans des conversations, donc on parlait de mode, hein, il y a eu d'autres stages. Et un des derniers stages, avant que je quitte le domaine de la mode, je fais un stage à l'époque, une maison qui était très proche de la femme de l'ancien Premier ministre qu'on avait. Donc on se retrouve il y avait l'ancien Premier ministre qui était la femme de Dominique de Villepin. Et cette maison de mode, qui était à l'époque Franck Sorbier, c'était une maison de haute couture. Ok. Donc, quand j'ai gravé les échelons, donc tu avais la mode classique et puis tu avais la haute couture. Franck Sorbier, grand artiste haute couture. Et à l'époque, en 2001, on est en 2006. En 2006, Franck Sorbier fait la tenue de la tournée musicale de Mylène Farmer. Très bien. Donc on se retrouve à l'atelier. Mylène Farmer vient pour les essayages. La femme de l'ancien Premier ministre vient pour des essayages aussi. Et là, on parle, hein, on comprend en peau. Tu te retrouves à une position avec des personnalités qui comptent à l'échelle nationale. Et là, tu ne peux pas t'amuser à dire n'importe quoi. Totalement. Tu ne peux pas dire wesh, wesh. Quand j'entends les jeunes de nos jours parler, ça me fait mal au cœur. Bien sûr. Tu ne peux pas avoir un langage d'une petite légèreté on va te cataloguer. Je vois totalement ce que tu veux dire. Ça veut C'est-à-dire dire que en fait, c'est pas d'être oui, non, comme j'entends aujourd'hui, oui, il faut être soi-même, il ne faut pas se dénaturer, ils doivent m'aimer comme non. C'est pas ils doivent t'aimer, c'est-à-dire que toi, tu dois t'adapter. C'est-à-dire que demain, moi, je t'invite chez moi, je te dirai, Armand, tu peux chez moi, par exemple, mettre les pieds sur la table ou pas? très bien. Tu ne vas pas me dire, Armand, Esther, bah, je suis chez toi, bah, je fais ce que je veux. Non, tu vas respecter les coutumes. Effectivement. Si on doit respecter les coutumes, pareil dans les pays, quand vous allez aujourd'hui à Dubaï, à Qatar, quand on arrive, les femmes étrangères doivent se couvrir les Il y a cheveux. des mœurs, il y a des Parce codes. que c'est les codes. Totalement. Et ben, partout, pourquoi on doit respecter les codes d'autres pays, d'autres religions, d'autres coutumes, et pas respecter le code du travail, de l'environnement où tu te trouves. Donc vraiment, le conseil que toi, tu donnerais vraiment à une personne ambitieuse issue de diversité ou de quartier populaire, ou même pas forcément, c'est selon tes ambitions et selon tes perspectives, tu dois être capable de pouvoir anticiper, donc approfondir Tout à tes fait. connaissances Les par savoirs. rapport à ce que tu veux faire, Tout à fait. et aussi t'adapter S'adapter. à l'environnement dans lequel tu Bien te sûr. trouves, pour te donner les chances de gravir, Les échelons. Après, Totalement. s'adapter, ça ne veut pas dire être d'accord. On peut ne pas être On d'accord. peut ne pas être d'accord. On peut Et s'adapter quitter. ne veut pas forcément dire se dénaturer aussi. Tout à dans fait. le fond. On s'adapte. Tu t'adaptes en fonction des codes, comme on dit, vraiment pour être à l'aise et mettre aussi les autres à l'aise. Tout à fait. Et du coup, toi, tu passes de la mode. Et après la mode, qu'est-ce que tu fais? La cuisine. La cuisine. Et pareil encore, on revient encore aux coutumes, tu vois, aux mœurs, à l'éducation D'accord. infligée, éduquée par les parents. Donc on a une maman qui nous apprend à cuisiner très tôt. Je vais te faire une confidence, étant aussi gourmande de nature, j'aime bien manger.
Très bien. Et on a eu une maman qui nous a appris à faire la cuisine. Et moi, je me disais, en parlant du concept, je me disais comme métier, j'allais allier les deux choses que j'aime, manger et la mode. Donc je me disais, j'allais ouvrir un établissement à l'époque comme Colette, où en gros tu viendrais avoir les dernières créations en tendance. Et en même temps, tu pourrais, en gros, on l'a vu parce que ça s'est fait, plusieurs maisons ont fait ça. On a eu un des premiers à Saint-Germain, on a eu donc Colette, on a eu Armani Casa, ou même Ralph Lauren l'a fait, et d'autres grandes maisons. Des vrais concepts, des vrais concepts où tu arrives. Par exemple, je n'oublierai jamais à Saint-Germain, donc chez Armani Casa, tu rentres, rez-de-chaussée, tu as les tenues, premier étage, tu as la librairie, deuxième étage, tu as le restaurant. Donc le client, il rentre, il achète une veste, il achète un bouquin, il mange. Donc l'idée était un peu de ça. Et donc l'expérience client. Voilà, et moi je me disais, comme j'avais la connaissance de la mode, que j'avais fait des stages, j'avais travaillé, j'avais des connaissances, il était temps aussi de faire une connaissance culinaire. Et c'est là que, en habitant le 16e arrondissement, j'ai eu l'opportunité, pareil, recommandation, d'intégrer une... C'était pas un chef étoilé, c'était plutôt une brasserie de luxe, où j'ai travaillé comme commis au début, et où j'ai appris encore d'autres codes de la restauration, le b.a.-ba de la restauration, qui m'ont énormément plu, et qui m'ont aidé beaucoup par la suite pour me développer, notamment sur le réseau, les relations humaines. Donc, j'ai gravi les échelons dans la restauration. Jusqu'à arriver dans les grands établissements, donc commis, chef de rang. À chaque fois, tu étais dans une dynamique d'apprentissage. Et quand tu maîtrisais, ça te permettait d'évoluer. Et puis des entreprises qui m'ont fait confiance, voilà, jusqu'à prendre la direction. Donc la patience, être patient pour pouvoir évoluer. Voilà. Et entre-temps, donc j'évolue dans la restauration. Et entre-temps, pareil, donc ce que je développe dans la restauration et qui fait ma personnalité aujourd'hui, la restauration, c'est le métier de service. Le relationnel. Le relationnel, le leadership parce que tu as une équipe à gérer. Management, coordination, cuisine, salle, accueil. Les équipes, il y a le back-office, les fournisseurs, tout ce qu'il faut pour aujourd'hui tenir un établissement, que ce soit un petit restaurant comme un hôtel. Voilà. Donc, bravo, vraiment. L'effet d'avoir commencé au bas de l'échelle dans la restauration jusqu'à arriver à prendre la direction d'un établissement. Vraiment bravo. Et pendant toutes ces étapes, le relationnel, parce que j'ai travaillé dans des belles adresses, qui amenaient des personnalités incroyables. Moi, j'ai travaillé rue de Monsigny, par exemple, le Petit Colbert. Donc tu capitalisais en fait à chaque fois par là où tu passes, tu capitalises, tu crées tes relations. Je crée les relations. Et tu sais que ces réseaux-là vont pouvoir te permettre de gravir des échelons. Mais ce qui s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, j'en parle beaucoup aussi avec des personnes avant de fermer le chapitre un peu et passer à ce que tu fais concrètement. Aujourd'hui, quelle est l'importance et la place du réseau pour un entrepreneur? Parce que c'est vrai que beaucoup, justement, nous qui sommes entrepreneurs, souvent issus de la diversité, j'ai l'impression qu'on néglige ce côté-là. On veut en fait, on veut réussir par nous-mêmes et on espère arriver au sommet par nous-mêmes. Impossible. Quelle est la place et l'importance du réseau? Toi qui rencontres un peu différentes personnes. On va parler des personnalités que j'ai rencontrées et pas des moindres. Parmi les personnalités que j'ai rencontrées, là on va parler de la puissance du réseau français, local, il y a eu Bernard Arnault. Bernard Arnault, en 1985, 84, 85, 86, quand il devait racheter le groupe LVMH, il n'avait pas les capitaux, il n'avait pas l'argent pour racheter le groupe. Il est pourtant issu d'une grande famille d'industriels, mais il n'avait pas assez d'argent. Donc il avait fait un prêt auprès de la banque Lazare. Mais pour faire ce prêt, il fallait des connaissances. C'est là que tu vois qu'aujourd'hui, le réseau, quand tu es bien avec les gens, quand tu as une bonne réputation, quand tu es carré, quand tu arrives à payer tes factures en temps, en heure, quand tu as un rapport vraiment de, comment on appelle, pas de courtoisie, mais d'éthique professionnelle, de déontologie, quand tu auras besoin, ce réseau-là te le rendra. Donc, il a emprunté de l'argent auprès d'une banque privée, mais s'il n'y avait pas eu tout le parcours autour, tout le réseau, toutes les connaissances, ça n'aurait pas pu se faire. À titre personnel, parlant de capitalisation, on a eu un membre de ma famille qui a été licencié dans son travail. Comme j'échange, comme je parle à mes clients, quand je vois tout type de clients, avocats, médecins et tout, et un jour, j'ai un membre de ma famille qui se fait licencier pour X raisons, et je sais que dans mon réseau, j'ai un avocat qui est spécialisé en droit du travail. Je l'appelle. Je dis, je sais, comment allez-vous? C'est quelqu'un que j'avais déjà créé un lien, il venait, un petit verre. Et je lui dis, voilà, j'aurais peut-être besoin de vous parce que je rencontre un souci avec un membre de ma famille.
pour ça, ça. Ok, envoyez-moi au cabinet. Grâce à cet avocat, ça a permis que le membre de la famille gagne son procès et le procès elle a eu des dommages et intérêts qui a résolu beaucoup de choses. C'est le réseau. C'est intéressant. Et cet avocat-là s'est tellement impliqué parce qu'il me connaissait et c'est le réseau. On aurait pris, j'aurais ouvert l'annuaire. Et pris n'importe quel avocat quelconque, il n'aurait pas eu la même implication et tout ça et on a gagné. Et toujours dans la démarche de donner des conseils et d'inspirer, comment aujourd'hui on entretient un réseau? C'est-à-dire, tu parlais des déontologies, de la manière de se tenir, etc. Comment aujourd'hui on entretient un réseau et comment on peut faire pour un jeune pour arriver à rencontrer de X ou Y personnes? Alors moi, je vais te dire, tout part aussi du caractère. Encore une fois, je reviens là-dessus, c'est vraiment mon expérience personnelle. Moi, j'aime les gens, ça c'est de nature. J'aime les gens, j'aime vraiment les gens et je le fais ressentir. Pour te dire, même au collège, hein, les professeurs que j'adorais, à la fin de l'année, quand il y avait les fêtes de Noël, j'exigeais à mes parents, mais tu te rends compte, j'ai exigé à mes parents, on allait acheter la petite boîte de chocolat au Monoprix et j'offrais complètement désintéressé à mes professeurs avec une bonne année, madame. La professeure qui recevait une boîte de chocolat d'une élève auquel elle n'avait même pas, s'attendait pas, et moi j'ai beaucoup donné, c'est-à-dire que j'ai beaucoup offert des cadeaux à ma mesure pour faire rencontre à l'autre personne que je tiens à toi, j'ai un peu je t'apprécie, j'ai la considération. Okay. Et ça a été toute ma vie. Tous les gens, les maîtres de stage, tous les gens qui m'ont favorisé dans ma vie ou qui m'ont aidé, qui m'ont donné même un seul conseil, même une seule idée qui a changé ma vie, il y a toujours cette reconnaissance. Très bien. Le réseau s'entretient comment? Je pense que tu es un père de famille, tu as une femme, tu as des enfants. Au-delà du réseau, il y a la famille, même les relations familiales, fraternelles et tout. Tout doit s'entretenir. Tu achètes une plante chez toi. On te dit, monsieur Armand, vous mettez la plante, il ne faut pas qu'elle ait trop de soleil, il faut mettre un peu d'eau. C'est-à-dire que la plante, tu veux la voir grandir. Tu veux voir la plante se développer parce que cette plante, chez toi, elle ajoute une valeur ajoutée. Elle amène une beauté. Tu l'entretiens. Les gens, le réseau. Alors, moi, je fais la part des choses. Tu vois, j'ai un réseau professionnel, amical, fraternel, professionnel, mais j'arrive à avoir des rapports cordiaux avec tout le monde. Même si on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut oublier ça, de vouloir plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Mais un caractère et une attitude fait que, moi j'allais toujours dans l'idée, il faut rencontrer des gens, il faut échanger avec les gens parce que demain, on ne sait pas. Il faut avoir le culot. Il faut avoir le culot. Il faut sortir. Il faut sortir. De confort, de son environnement. Mes sœurs, elles te diront, on a des personnalités complètement différentes. Moi, je suis extravertie, on a d'autres qui sont introvertis. Donc, moi, j'ai des sœurs plus réservées. Il ne faut pas être timide. Si on veut être entrepreneur, on veut se créer du réseau, on veut faire du bouche à oreille, on veut vendre des produits, on veut se faire connaître, il ne faut pas être timide. Okay. À un moment, il faut prendre de sa personne, aller rencontrer les gens, échanger. Moi, j'ai eu des milliers de conversations avec des personnes dont les secteurs d'activité ne m'intéressaient pas particulièrement, mais une connaissance en plus. Très bien. Donc, en fait, c'est un peu comme une espèce de semence. Tu sèmes, Tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est suivi par différentes catégories de personnes issues de diversité. Si je retiens bien, en tout cas, pour ma part, et on suivait un peu ton parcours, tu as gravi les échelons grâce à ton caractère, ta personnalité, ton audace, ta rigueur, mais aussi parce que tu sais à chaque fois t'adapter dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Tout à fait. Et aussi parce que tu n'as pas peur d'aller chercher les contacts. Tout à fait. Parce que, quelles que soient les ambitions qu'on a, à un moment donné, on atteint un plafond de verre. Pour aller au-delà de ce plafond de verre, il faut connaître une personne qui a déjà brisé Bien sûr, mais bien sûr. Exactement. En tout cas, merci pour les conseils. Parce que on suivi quand même par des personnes qui aspirent à entreprendre. Tu as eu quoi comme diplôme pour qu'on boucle ce chapitre et qu'on rentre vraiment dans la profession que tu exerces maintenant? On parlait tout à l'heure de divers diplômes, donc un diplôme dans la mode, le stylisme. Okay. Et après, j'ai fait un management, j'ai fait un master en management. Parce que comme j'avais fait plusieurs activités, mais les activités que j'avais fait, ce qui regroupait, c'était vraiment le management, la direction. Très bien. Donc j'ai un diplôme en gestion et on pourrait dire manager de business unit. Donc en gros, l'idée, c'est un cadre dirigeant qui s'adapte à son environnement. C'est-à-dire que le diplôme que j'ai aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité où je pourrais me lancer, j'ai les bases pour amener
à un développement, à une stratégie, parce que quel que soit le secteur d'activité, que ce soit l'événementiel, que ce soit le maquillage, d'ailleurs, la production. D'ailleurs, je tiens à saluer la personne qui a fait une très mise en beauté. Raïssa Della, que j'embrasse, que j'encourage encore dans ses activités. Bah, ça demande une stratégie. Que tu sois chauffeur, mécanicien, ou tu tiens un restaurant, ou tu fais même influenceur, il faut de la stratégie. Il faut être smart, il faut faire un benchmark. Il y a des process à respecter pour atteindre les objectifs. Comme aujourd'hui, on a une fondation, auquel on en parlera tout à l'heure, qui demande aussi une stratégie d'objectifs, des points à atteindre, tout se prépare. Même dans le cadre d'une fondation. Même dans le cadre, encore plus dans le cadre d'une fondation, bien sûr. Très bien. Dans tous les secteurs d'activité. Il faut une stratégie. Il faut une stratégie. Même un médecin qui a un cabinet, qui est qui est installé dans une zone de salandie, je pourrais avoir beaucoup de clients, il faut qu'il ait une stratégie. Il faut une stratégie, très bien. En tout cas, déjà, bravo à toi pour tout ce que tu as pu justement accomplir dans ton parcours et cursus scolaire. Aujourd'hui, tu es vice-présidente plutôt, d'une fondation qui s'appelle la Fondation Manassé, dont tu travailles auprès de ta maman. Alors, bon, tu vas nous expliquer un peu. D'accord. Et j'aimerais que tu puisses nous expliquer comment tu es passé. Est-ce que la fondation, c'est 100% de ton activité ou est-ce que tu travailles aussi à côté par rapport à tes diplômes, etc. Alors déjà, je voudrais, comme tu l'as dit, évoquer, je voudrais saluer la présidente de la Fondation Manassé, qui est Mme Junot da Silva, qui, comme tu viens de l'évoquer, il y a un lien, j'ai un lien on va dire un lien familial avec la présidente. C'est pas quelque chose, et pourtant il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de sociétés qui travaillent en famille, il y a des liens. C'est pas déjà on n'a pas les mêmes noms, donc c'est vrai que les gens parlent des fois de ressemblance, mais c'est pas une ressemblance flagrante. Ouais. Donc du coup, c'est pas quelque chose que je mets en avant, parce que donc Madame Da Silva, qui a travaillé plus de 20 ans dans le cosmétique, qui a travaillé dans un des grands groupes Estée Lauder pour le maquillage, qui, au bout d'un moment, originaire de la République démocratique du Congo, qui faisait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Kinshasa, qui, le Congo, tu sais, a beaucoup de besoins. Bien sûr. C'est pour ça que la diaspora, le Congo a besoin de sa diaspora, a besoin de toute forme Merci de le rappeler, c'est important. Ah bah oui, de toute forme de talent. Et donc, du coup, la présidente, Madame Da Silva, qui rentre à Kinshasa, achète une maison, je tiens quand même à le dire, c'est important. Très bien. Qui, on parlait tout à l'heure de stratégie. Elle se dit, je vais aider des orphelins, mais je ne vais pas louer une maison pour aider les orphelins, il faut quand même les loger. Je ne vais pas louer une maison, commencer à chercher de l'argent pour que… Non, elle achète une maison, elle dit, voilà, je vais commencer quelque chose. Elle achète une maison, on installe des orphelins et on développe la fondation. Pourquoi? Parce que ma mère a eu un père très généreux, rassembleur, qui aimait beaucoup de gens. Et donc l'idée était vraiment l'altruisme, l'amour, aider son prochain. Comme on parlait tout à l'heure, l'amour du prochain, ce que je fais énormément avec mes équipes, avec les gens que je rencontre, toujours encourager l'autre. Moi, j'ai jamais vu, par exemple, si je te vois, tu as un problème, même si tu as des gens, tu peux faire part d'un problème, ils ont la solution, ils ne te le diront pas. Ça, c'est mauvais. On a encore, malheureusement, je tiens à le dire, on a des gens dans la diversité, dans la diaspora, le côté humain, où se dire que tu peux pas le dépasser. Parce que si je lui donne la solution, il va me dépasser. Est-ce que ça, c'est culturel? Est-ce que ça, c'est propre à certaines communautés ou pas? Non, c'est à l'échelle… On n'est pas dans les clichés. Non, national, international. Les Américains, les Français, tout le monde a ce problème de jalousie, de concurrence. On parle, il paraît qu'en France, on n'aime pas les riches. Il y a plein de On a un rapport, oui, c'est vrai que un rapport un peu, voilà. Donc du coup, elle part dans une thématique de j'ai un pays qui a beaucoup de besoins. Et si je peux, à mon petit niveau, à mon échelle, apporter une solution, c'est ce que je vais faire. Donc, Madame Da Silva se lance donc dans la création de la Fondation Manassé, dont le siège est en RDC. Très bien. À Paris, on a c'est sous forme d'association Manassé. Donc, on a un bureau, on a des équipes, des bénévoles, et on travaille donc à sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, l'Européen, et ça je tiens à le dire et c'est très important, les Occidentaux, l'Europe, les grandes entreprises françaises investissent au Congo. Ils vont au Congo. Ils vont créer de la richesse et prendre de la richesse au Congo. En Afrique de manière générale. En Afrique de manière générale. Donc l'Afrique, si tu veux, ou le Congo,
c'est un continent d'avenir et de croissance. Donc, nous, aujourd'hui, et c'est ça un peu la démarche de la Fondation Manassé par rapport à la branche de l'orphelinat, parce qu'on a d'autres branches, c'est on veut créer des futurs leaders de demain, en leur donnant quoi? La chance de l'éducation. Aujourd'hui, je te l'ai dit au début, on a des parents qui ont à un moment mis les moyens pour nous aider à nous développer. Okay. Aujourd'hui, quand tu donnes à n'importe quelle personne qui a un minimum de connaissances, les moyens de faire quelque chose, elle va avancer. Moi, je le vis et j'en suis fière. Pour la postérité, pour l'héritage, parce qu'un jour, on sera tous amenés à disparaître, parce que c'est la vie, c'est le cycle de vie. Mais je serai fière, et j'en suis fière, pour mes enfants, pour la postérité, qu'une de mes actions a servi à changer la vie de personnes, à avoir un impact. Ça, c'est pas du blabla ou comme c'est la mode aujourd'hui, on veut parler de leadership, aider, non. C'est ce que nous... C'est du concret, c'est du concret. Du factuel, ouais. Vous êtes sur le terrain. On est sur le terrain, on a 34 enfants aujourd'hui. 34 enfants, ok, que vous accompagnez? Qu'on accompagne. Il y a 8 ans, parce que la fondation a été créée le 1er septembre 2017, il y a 8 ans, on avait des enfants qui étaient à bas âge, qui grandissent, hein, qui n'avaient jamais été à l'école pour certains d'entre eux, qu'on a mis parce que la Fondation Manassé, actuellement les enfants sont dans une école privée espagnole qui est à côté de là où l'orphelinat se trouve, parce on est un peu loin de la ville de Kinshasa, okay. Donc on a une école. On a mis les enfants à l'école, qui ne savaient ni lire ni écrire. Les enfants ont été à l'école, ils ont un répétiteur. Aujourd'hui, les enfants de l'orphelinat Manassé sont les meilleurs élèves de cette école. Ah oui, clairement. Alors, ce sont des enfants, c'est quel profil d'enfants que vous prenez? Est-ce que ce sont des enfants, par exemple, qu'on délaisse dans des hôpitaux? Est-ce que c'est des enfants que vous recueillez dans la rue? Comment se fait la sélection des enfants? Alors là, déjà, pour te dire, et c'est triste à dire, mais on a eu beaucoup d'enfants que des gens sont venus abandonner devant notre porte. Ah oui, ils ont eu écho de l'adresse, ils sont venus... Ils ont eu écho de l'adresse. Ça, par contre, non, parce que la plupart des orphelins, nos enfants aujourd'hui sont orphelins de père et de mère. Donc on a vérifié, c'est là que tu vois la sélection, on a vérifié les origines. Généralement, c'est une tante ou un oncle, une grand-mère, les parents de tel ou tel enfant, on demande quand même les actes de naissance, tout est vérifié, hein, parce que c'est très important. Il y a une traçabilité. Chaque enfant aujourd'hui connaît ses origines, a connu son père, a connu sa mère, les aléas de la vie, la guerre, la souffrance, la misère, des parents qui sont partis, qui ont abandonné des enfants. Donc aujourd'hui, on a des enfants qui ont perdu leur père et leur mère, qu'on éduque aujourd'hui. Qui pour eux, nous sommes leur père et leur mère aujourd'hui. Leur repère. Leur repère. À qui on a donné des chances et on a des résultats extraordinaires. Extraordinaires de capacité, d'intelligence. Aujourd'hui, pour te donner un exemple, hein, il y a 5 ans, en 2020, on a fait une exposition qu'on a exposée à la Maison des associations du 16e arrondissement à Paris. Et l'idée, parce qu'on réfléchit, je parlais de stratégie tout à l'heure, donc nous, chaque année, on se dit... qu'est-ce qu'on peut faire pour l'orphelinat, pour faire connaître l'orphelinat, pour faire connaître la fondation. Donc on essaie de faire des événements, de faire des activités pour... On s'est dit, pourquoi pas faire une exposition d'art. Donc on a envoyé la peinture, les toiles, les dessins ont quitté la France, sont allés au Congo. On leur a donné chacun une feuille, des stylos, de la peinture. Dessinez-nous ce qui vous vient à la tête. La plupart des enfants n'avaient jamais fait de la peinture. Je parle de peinture, tu sais comme on l'a fait au collège, la gouache et tout ça. On a eu des dessins extraordinaires. On a un des enfants qui a reproduit un microscope. Ah oui. Mais les talents naturels dont tu parlais tout à l'heure. Les talents naturels. On a eu des dessins, mais des gens qui n'avaient jamais dessiné avant, qui avaient... C'est là que tu te dis que non, l'être humain, quand tu lui donnes les moyens, est capable de faire des choses extraordinaires. Totalement. Et donc, du coup, tous ces dessins, on les a amenés à Paris. On a fait une exposition. Je remercie la direction du groupe Hilton. Là, en l'occurrence, c'est le Paris Hilton, Paris Opéra, dont le directeur général est M. Emmanuel Mort, que je salue. Très bien. Je salue aussi Natalia Aguilgar, qui travaille pour le groupe Hilton et qui facilite aussi beaucoup d'échanges. Donc, oui, effectivement, des tels groupes, pour te faire confiance, il y a un background. Ils voient ce que tu fais avant, l'évolution et ce que vous proposez. Tu peux n'avoir rien fait. Mais les gens peuvent être emballés par le projet, par l'idée, les idées pertinentes. Ah oui, ça, eux, bien construire construire son idée, parce qu'aujourd'hui, ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui,
quel que soit en tant qu'entrepreneur ou peu importe, aujourd'hui, c'est des partenariats win-win. Moi, je t'apporte un projet. Armand, j'ai tel projet. Voilà ce que tu peux gagner, voilà ce que moi je peux gagner. Et tu vas te dire, ah, c'est bien construit, oui, oui, ah oui, moi je peux gagner en connaissance, je peux gagner en visibilité, je peux gagner en RSE, plein. Et tu vas te dire, ah, si je fais un partenariat avec telle personne, je vais aussi grandir. Ok. Tout n'est pas une question économique. D'argent. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'images. On parle des influenceurs, on parle de brand, de personal branding, de comment les gens se mettent en avant, comment l'image qu'on veut renvoyer. Nous, la Fondation Manassé, l'image qu'on veut renvoyer de la Fondation, c'est qu'une fondation sérieuse, rigoureuse, qui travaille sur le terrain, qui veut encadrer les futurs acteurs du continent, au-delà du Congo, de l'Afrique. Très bien. Parce qu'un Africain qui réussit, par exemple, on parle en termes de musique, hein, pour ne parler que de la musique, on a l'artiste Angélique Kidjo, qui est béninoise, qui est une des rares artistes africaines du continent à avoir obtenu le Grammy Award. Une femme comme ça qui a le Grammy Awards dans un milieu aussi fermé que les États-Unis, c'est une fierté pour le continent. Totalement. Donc moi, que ce soit un Congolais, un Béninois, un Tanzanien, un Algérien ou un Marocain qui réussit, ça fait la fierté de l'Afrique. Totalement. Donc nous, on est dans cette Vous êtes dans cette dynamique-là, dans cette vision-là. Que les enfants qu'on peut accompagner, que ce soit au Congo, on a vocation à se développer à l'échelle du continent, que ce soit les futurs acteurs du continent respectés à l'échelle internationale, sur l'échiquier mondial. Donc il y a un encadrement scolaire, oui, psychologique, affectif et culturel. Parce qu'ils ont des coachs qui les aident justement à travailler ce mindset, cet esprit de leadership. Déjà, la direction, Madame Da Silva vit en RDC, passe la majeure partie de son temps à l'orphelinat. Donc, il accompagne, elle voit, elle parle, elle conseille. Il y a le côté affectif. Pour réussir dans la vie, et je tiens aussi à le dire, on en parle très peu, il faut l'équilibre. Peu importe les choix des gens, tant qu'ils s'épanouissent. Il faut s'épanouir. Quelqu'un qui est épanoui, quelqu'un qui est équilibré donnera son meilleur. Il y a des gens qui seront heureux en ayant des enfants, d'autres sans enfants, d'autres mariés, non mariés. Peu importe le choix familial, le schéma familial que tu choisis, être équilibré. Dans l'équilibre, tu donnes ton meilleur. Très bien. Et ton épanouissement. Quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses, quel que soit ton choix. Parce que ça, je tiens aussi à le dire, qu'il y a encore un autre sujet. Aujourd'hui, et la preuve, hein, cette génération qui fait des études, qui se marie bien plus tard. On parlait tout à l'heure de cette génération qui quitte le nid familial très tôt, or que ce n'est pas dans les mœurs. Aujourd'hui, les gens doivent s'épanouir. Très bien. Ils s'épanouissent, ils trouvent leur voie et ils vont réussir dans leur voie, sans jugement. Sans jugement. Totalement. Et ça, les familles, les continents, même si c'est encore un autre travail de langue, doivent le comprendre. Ça, c'est un long sujet vraiment à développer. J'en parlais d'ailleurs dernièrement avec un proche. C'est que je dis aujourd'hui, le bonheur ou vraiment la réussite, c'est quelque chose de subjectif. Hein. C'est propre à chacun. Bah, c'est moi, aujourd'hui, je te le dis, hein, je suis en train de construire ma famille. Mais aujourd'hui, tout ce que je fais pour la Fondation, mais ça me procure mon bonheur. C'est ton bonheur à toi. Ah, mais c'est mon bonheur à moi. Chaque action, chaque rencontre, chaque personnalité que je rencontre qui peut soutenir la Fondation, qui nous ouvre une porte, que ce soit Hilton, que ce soit nos donateurs, les femmes qui viennent à nos conférences. On a des femmes qui viennent gracieusement, qui donnent. Tu te rends compte qu'on a quand même des femmes à l'échelle nationale et internationale qui ont créé des entreprises, qui ont une reconnaissance nationale et internationale, qui nous donnent un après-midi, alors qu'ils pourraient être en famille, leur temps pour nous parler de leur parcours. C'est une contribution. Totalement. Et ça, je me dis, waouh. C'est une fierté. C'est une fierté. Et nos enfants, ils prennent conscience de ça. Ah, telle femme qui est venue, telle femme qui est venue, telle femme. Ça ouvre des voies. Ça les inspire. Très bien. Aujourd'hui, c'est l'influence. Et aujourd'hui, et on le voit à l'échelle, je vais te parler par exemple de Albert Camus. Oui. Albert Camus, grand écrivain français, qui a écrit L'Étranger et qui a eu le prix Nobel de la littérature. Ce monsieur parle d'influence, il parle de son professeur. Très bien. D'ailleurs, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la littérature, il a écrit, on est dans les années 50. Hein, oui, totalement. Il a écrit à son professeur pour lui remercier qu'ils sont son professeur. C'est une question d'influence. Très bien. On a eu les Barack Obama, quel que soit le niveau national ou international, quel que soit le niveau que tu veux atteindre, il y a quelqu'un qui t'influence. Des modèles de représentation. Des modèles de représentation. Ça peut être un parent, un père, une mère, une frère, une sœur, un cousin, une cousine. Quelqu'un qui, à un moment, joue un rôle modèle, qui fait quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. De positif, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, bravo à la Fondation Manassé que je salue. Et je salue également tous les enfants. Oui, que j'embrasse énormément.
Vraiment, salutations à Et vous. je tiens encore à le dire, hein, n'hésitez pas à soutenir la Fondation Manassé. En France, on est reconnu d'intérêt général. Les dons peuvent être défiscalisés, donc il y a le reçu fiscal. Et l'argent que nous recevons de nos donateurs, on apporte vraiment une éducation aux enfants et on permet l'agrandissement de la fondation. Donc c'est du concret. C'est vérifiable, c'est tracé. Les gens peuvent venir à Kinshasa, on peut les recevoir, faire un circuit. Ça représente quoi pour toi aujourd'hui une femme d'influence? Alors l'influence, d'ailleurs tu parles d'un article qui a été écrit par Priscilla Volmer que je salue, une jeune femme que j'aime énormément, que j'apprécie énormément pour son professionnalisme et une journaliste de renom. Alors aujourd'hui, le mot influence, c'est un mot qui est un peu à la mode. On parle d'influence, on l'a vu avec les réseaux sociaux, les followers. L'influence, c'est quoi? C'est-à-dire que tu fais quelque chose et tu attires d'autres personnes à faire la même chose, à faire même mieux. Aujourd'hui, pour moi, l'influence, le leadership, l'impact, ces trois mots qui pourraient aller ensemble, c'est quelle semence on peut lécher chez l'autre qui peut faire grandir. Aujourd'hui, tu vas me parler, tout à l'heure, je vais te poser une question par exemple personnelle. Tu vas me donner une réponse, tu vas m'apporter une solution. Cette solution me fait grandir. Aujourd'hui, l'influence, l'impact, le leadership, c'est apporter des solutions dans la vie des gens pour les faire grandir, les faire évoluer, leur amener à un point A, à un point B. L'évolution, parce que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, on a besoin de grandir. Comme on vieillit, hein, on avait 1 an, disons aujourd'hui, pour te dire, quand je parle de mon parcours, ça me fait même bizarre de me dire qu'il y a 20 ans, pour moi il y a 20 ans, cette jeunesse un peu éternelle. Ah non, j'avais 20 ans, 30 ans, 35 ans. J'évolue bientôt, dans quelques années 40, et puis il y aura cette barre. Donc il y a l'évolution perpétuelle, le temps évolue. Nous sommes obligés d'évoluer. Donc une personne d'influence, une personne d'impact, de leadership, doit apporter de l'évolution dans les gens, dans l'environnement là où il se trouve, là où il grandit. Je tiens à te remercier, à te féliciter aussi pour ton parcours. Tu mets les autres en avant, mais tu as aussi un parcours tout à fait admirable et honorable. De continuer de toujours croire en toi, d'évoluer. Et aux téléspectateurs comme on le disait aujourd'hui, ce n'est pas une question de couleur de peau. Là où tu as grandi, là où tu viens, ou comment tu t'appelles, c'est une question de personnalité. Très bien. La personnalité, rien n'est inné. La femme que je suis aujourd'hui, elle s'est construite au fil des années, au fil du temps. Donc, il faut vraiment vouloir, voilà, je vais me découvrir. Aujourd'hui, et c'est incroyable, je me le dis, hein, aujourd'hui, je découvre la femme extraordinaire que je suis, qui s'est construite avec les échecs, avec les succès, pour arriver à un tel résultat. Donc, du coup, il faut vraiment croire en soi. La base, c'est croire en soi. Tu crois en toi, tu donnes ton meilleur, le succès sera au rendez-vous. Bien évidemment. Avant, on disait qu'il fallait travailler, il fallait une bonne préparation. À l'opportunité, tu rencontreras le succès. Moi, je dis aujourd'hui, il faut s'aimer soi. Il faut d'abord s'aimer, vouloir aimer aussi les autres, se donner les moyens. Et quels que soient les challenges, quels que soient les défis nationaux ou internationaux, vous obtiendrez les résultats auxquels vous voulez atteindre. Merci beaucoup. D'ailleurs, tu m'as dévancé parce que ça allait être une question que j'allais te poser. J'allais justement te demander quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui nous suivent. Et merci aussi pour les mots que tu viens de dire en ma faveur. Moi aussi, j'en profite pour remercier aussi les personnes qui m'accompagnent à travers ce projet, l'entretien. Je salue l'équipe Ndombe Team. On parlait des relations tout à l'heure. Donc, Obed, qui est un jeune frère, vraiment, que j'ai rencontré dans l'univers du travail que j'exerce. Et tout de suite, il y a eu le feeling, ça a matché. Et l'influence, c'est aussi être capable de, comme je disais, de s'apporter une valeur ajoutée l'un et l'autre. Aujourd'hui, voilà, Ndombe Team que j'embrasse vraiment très fort. Qu'on salue. Et toutes les personnes d'une manière ou d'une autre, voilà, qui se greffent au concept d'entretien, aux invités qui acceptent de venir. Bien sûr, c'est important. Parce qu'aujourd'hui aussi, je le dis, on est dans un monde où on est attiré par ce qui brille. Souvent, les gens ne regardent pas les valeurs comment dirais-je, qu'ont la personne en face. Merci vraiment Jennifer. Pour finir rapidement, justement, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets sur les années à venir, 1 an, 2 ans? Alors là, les projets, pour revenir au professeur à l'influence, donc nous, ma sœur et moi, celle qui me suit, on a écrit un livre sur la transmission parce que pendant 15 ans, on a eu une relation épistolaire avec notre professeur de français qu'on a connu en banlieue.
et qui, les lettres ont été retranscrites. On a eu une maison d'édition qui a voulu éditer notre ouvrage, qui est sorti en 2021, en septembre 2021. On a eu la grâce que cet ouvrage a été salué par l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui était en poste, Jean-Michel Blanquer, qui nous a félicités et qui a eu des mots très justes. Hein, et il a dit est-ce que lui, il se battait à l'époque pour que les jeunes enfants de l'Éducation nationale soient ouverts au monde comme nous on l'était. Donc là, l'idée est de sortir cet ouvrage dans un public plutôt anglophone, parce qu'il est sorti en francophone. C'est un livre qu'on peut acheter dans une librairie, Amazon, dont le titre est de nous transmettre, vous n'avez jamais cessé. Esther Haas et Elsa Bokenga. Je salue Elsa et Roberta, que j'embrasse très fort. Et l'idée donc de sortir cet ouvrage en anglais. On a pas mal de projets avec la Fondation. Moi, à titre personnel, là, je vais faire une pause un peu professionnelle pour pouvoir me consacrer à ma famille. Et après, revenir avec un poste très ambitieux, mais on aura l'occasion d'en parler à l'échelle internationale, où il va falloir encore continuer à, comme tu dis, à aller de contrée en contrée, de pays en pays, sensibiliser, parler. Donc voilà, aujourd'hui, les projets à court terme, c'est sortir mon ouvrage en anglais, fonder ma famille, continuer à me battre pour la Fondation Manassé, aux prochains événements qu'on est en train de préparer. Donc je remercie encore tous les gens, comme tu dis, hein, qui acceptent de venir sur leur temps, qui acceptent de donner, faire un don de soi. Donc voilà, aujourd'hui, j'encourage vraiment les gens, encore une fois, à croire en soi, même si ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on parle des partenaires comme Hilton, mais c'est venu au bout de 5, 8 ans, 10 ans, pratiquement après. Donc au début, ça peut être dur. Il faut aussi accepter qu'au début, ça ne soit pas facile, parce qu'au début, on avait des rêves, des ambitions, et on s'est aperçu que c'était pas ça. Mais de s'accrocher. Et la persévérance produit la victoire, produit des résultats, et tôt ou tard, les gens te suivront. Et c'est important. Merci de cette mise en lumière, de talent. Effectivement, c'est important et je soutiens vraiment ta démarche à rechercher vraiment des pépites. Voilà. Esther Haas, vous me regardez on est en train d'ouvrir une page Wikipédia, donc les gens auront encore plus à travers la fondation, à travers mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, surtout LinkedIn où je suis très actif, pourront voir un peu les évolutions de ce que je suis en train de faire, d'évoluer. Voilà, aujourd'hui, c'est pas être, comme certains pourraient dire, chercher à être une star, à briller, non. Aujourd'hui, c'est vraiment avoir un impact réel, important, social. Et puis, voilà, dans tout ça, s'épanouir. Dans tout ça, s'épanouir et être heureux. Apporter de la valeur. Merci beaucoup. Merci à toi, Armand. Jennifer, en tout cas, ça a été un moment très, vraiment agréable pour moi de cette discussion, cet entretien. Et merci pour tous les conseils que tu as pu nous donner. J'espère que beaucoup en tireront profit. Comprenez qu'on n'est pas vraiment rentré aussi parce que comme toute personne dans le cursus parcours entrepreneurial, bien sûr qu'il y a des échecs, il y a des difficultés, mais à l'occasion, quand tu rentreras dans ce projet que tu aspires, hein, on aura l'occasion de se revoir. Bien sûr. Et on rentrera un peu plus dans le détail étant donné que le temps nous est imparti. Pour finir rapidement, on va faire un petit quiz. Hein. D'accord. Ok. Pour clôturer cet entretien, est-ce que tu peux nous dire un livre qui t'a marqué? Tu lis beaucoup? Je lis beaucoup. Je vais être. Un livre qui t'a marqué. Le mien. Ok. De nous transmettre, vous n'avez jamais cessé. Esther Haas, Elsa Bokenga. On peut le retrouver où là? Partout. Partout. Voilà, vous tapez sur Google, de nous transmettre, vous n'avez jamais cessé. Esther Haas, Elsa Bokenga, vous aurez tous les canaux de possibilités d'achat. Les conseils dedans. Voilà. Ok, je vais être un peu taquin. Un deuxième, hormis le tien. La Bible. La Bible. Très bien. Ok. Est-ce que tu peux nous donner une personnalité qui t'inspire ou qui t'a inspiré? Alors, nationale, internationale? Peu importe. Une personne vraiment qui te vient à l'esprit. Ma mère. Pourquoi? Pour son courage et son audace. Alors qu'elle n'était pas prédisposée à être la femme qu'elle est aujourd'hui. Donc elle s'est, comme on dit, à la force du poignet, elle s'est fait. Et ça, c'est son parcours d'audace et de résilience fait qu'elle soit un vrai modèle pour nous. Très bien. Bravo à la maman, Madame Juno. Da Silva. Da Silva, qu'on salue également. Et le papa aussi. Oui, bien sûr. Avec qui tu gardes de bons rapports, les parents. Oui, bien sûr. Mon père, tu sais, mon père est un homme de l'ombre aussi. Hein, donc, il a eu aussi un impact. Hein, tu sais, à se retrouver à 23 ans, avoir 3 enfants, à élever, éduquer, se battre et tout, il faut du courage. Bravo. Je salue mon père, Monsieur Jean Da Silva, que j'embrasse très fort aussi. Bravo, bravo aux parents en tout cas. Une cause qui te tient à cœur? La Fondation Manassé. Tu es en plein dedans là. Ah oui.
Et si tu pouvais dire une phrase à la Jennifer de 18 ans, ça serait quoi? Franchement, Jennifer, Esther, comment tu as évolué, incroyable. Fier de toi. Oui, je suis fière de moi. Et t'as pas fini. Et j'ai pas fini. Il faut, je peux le dire aujourd'hui avec du recul, à 37 ans, que je suis fière de moi. Parfait. Il faut être fier de soi. Ça fait partie aussi de mindset pour Bien évoluer, sûr. quel que soit le niveau qu'on atteint. Esther, Oui. merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Plaisir est On a réussi à partagé. le faire finalement. Enfin, Et je sais pourquoi je voulais te recevoir. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas été déçu. je t'en prie. Et j'espère vraiment que beaucoup de personnes vont tirer profit de tout ce qu'on a pu partager ensemble. Croire en soi, ne pas hésiter à casser les barrières Tout à limitantes, fait. à briser les plafonds de verre, à ne pas se conditionner du fait qu'on vient de tel ou tel endroit. Très important. Voilà, continuer à rêver et surtout à se donner les moyens. À continuer à se former, À se surtout. former aussi. À savoir. Merci beaucoup Jennifer. Merci à toi. On est arrivé au terme de cette émission et comme je le dis toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à laisser un commentaire bien évidemment de cet entretien avec Jennifer, en espérant vous retrouver très prochainement pour des nouveaux invités tout aussi exceptionnels que celle avec qui j'étais aujourd'hui. Merci à l'équipe de production, Ndombe Team Obed que je salue, merci à Raissa Della qui a maquillé notre invité aujourd'hui, Merci. merci à toutes les personnes qui participent d'une manière ou d'une autre et qui soutiennent de près comme de loin. À très bientôt pour le prochain épisode.